Écoutez, on est, semble-t-il, sur une affaire dont on connaît l'issue. Je dis depuis plusieurs jours que la position du ministre va devenir intenable. Il va passer son temps, jour après jour, au cours de ces législatives, à expliquer. Il ne va plus pouvoir être en situation, tout simplement, d'assumer la tâche qui lui a été confiée. C'est à lui, à présent, d'apprécier la situation. On ne va pas vivre comme on l'a vécu pendant toute la campagne présidentielle. Et une fois encore, il n'y a aucune revanche dans notre esprit. On est vraiment dans une logique positive. Et on est attaché à la présomption d'innocence. Mais ça ne peut pas être 15 jours comme ça. Donc il faut que le ministre lui-même prenne ses décisions. Il faut que le garde des Sceaux sorte de sa torpeur et de son silence. On est au moment où le premier texte va porter sur la moralisation, où l'un des piliers de la conquête d'Emmanuel Macron du pouvoir, qui s'appelle M. Ferrand, secrétaire général En Marche, est aujourd'hui en responsabilité et montré du doigt avec des soupçons qui sont alimentés par des hommes de droit et sur lesquels il faut des clarifications. Ce sujet va empoisonner, une fois encore, la fin de la campagne législative et ce sujet justifie pleinement aujourd'hui des prises de décision des uns et des autres, notamment ceux qui sont en responsabilité. On est des républicains, on est ouverts, on se bat pour une majorité, on est convaincus que nos convictions, notre projet qui a été renouvelé est le mieux à même d'aider le pays. La question, c'est pas de savoir s'il n'y a plus de gauche ou de droite, ou s'il va y avoir un parti unique et la pire des aventures pour laisser l'extrême droite être le seul opposant en France. La question est de savoir si on peut travailler ensemble. Alors je le dis, nous pouvons travailler ensemble sur la base d'un contrat de confiance avec les Français, dans le respect des institutions du président de la République et dans la volonté de faire entendre, c'est vrai, difficilement, mais avec beaucoup de force, et c'est pour ça que le travail de terrain est absolument indispensable, la différence et les divergences de projets qui existent. Sur le plan fiscal, on veut une baisse des impôts, En Marche propose une augmentation des impôts. Sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État, nous voulons une loi d'orientation de sécurité intérieure et de justice, il n'y a rien chez En Marche. Sur le plan de la politique familiale, de la reconquête des territoires, le soutien à nos agriculteurs, le soutien à la ruralité, ça ne peut pas être tout pour les métropoles, un parti unique, l'extrême droite, et puis plus rien au milieu. Ça, c'est pas possible. Écoutez, le président prend ses marques et il les prend avec l'expérience qui est la sienne de l'international et je ne doute pas que sur ce chemin, nous aurons des points de convergence. Maintenant, il ne suffit pas de dire on va voir un tel, il faut dire pourquoi lui dire et pourquoi faire. Il faut une clarté sur tous les sujets, il faut une clarté des positions françaises vis-à-vis des États-Unis. Il a vu M. Trump, mais on ne sait pas ce qui s'est dit. Il voit M. Poutine. Il faut poser la question de la problématique évidemment ukrainienne, de la question des sanctions. Quelle est la position de la France avec cette nouvelle présidence? Quelle est la position à l'égard de l'embargo? L'impact en effet pour l'agriculture est absolument majeur. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros. On dit entre 400 et 600 millions. En tout cas, ce sont des sommes considérables. Il faut de ce point de vue que la France ait une position claire et nette, et il faut engager l'Europe aussi sur une position d'accompagnement de notre agriculture. De ce point de vue, il faut aussi une nouvelle politique agricole commune. Tout est lié, mais maintenant, il faut qu'on sache précisément qui dit quoi, de quelle manière, avec quel objectif. Donc, moi, j'ai aucune fascination, je respecte les institutions et je suis heureux que la France soit représentée. Elle ne l'était plus sous François Hollande, il faut dire qu'il y a eu un effacement et un déclassement terrifiant. Là, on est au début, c'est un pouvoir qui prend ses marques, avec un jeune président qui donne une belle image de notre pays et qui établit des contacts, mais il était le Sherpa de François Hollande, il était le conseiller, en quelque sorte, de ces affaires-là. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas l'image qui m'intéresse, c'est pas le consensus qu'on veut nous imposer qui m'intéresse, c'est quelle est la position de la France, qu'est-ce qu'on dit aux Russes, comment on met en place un dispositif qui permettra de lever l'embargo, quelles sont nos positions diplomatiques vis-à-vis de Daesh, comment on s'organise avec les États-Unis, quelle est la reconstruction de l'Europe. C'est ça qu'on veut savoir. Et c'est autour de cela qu'on veut travailler. Et sur ces sujets, nous pourrons avoir des diversions peut-être importantes, mais nous pourrons avoir aussi beaucoup de convergences, et plus de convergences que de divergences, notamment sur la reconstruction européenne. Est-ce que c'est une bonne initiative, en tout cas, de recevoir Poutine à Paris? En tout cas, il est incontestable qu'il faut parler avec les Russes, nous l'avons dit, nous l'avons répété sous la présidence Hollande. Il faut discuter avec le président Poutine, on n'est pas d'accord avec lui surtout, mais on a besoin de lui pour régler la problématique de Daesh et on a besoin de lui pour rétablir un équilibre, là encore, un équilibre des pouvoirs dans une discussion saine qui permette aussi de sortir une partie de notre agriculture et de l'embargo qui pèse quand même lourdement sur l'économie européenne, dans une discussion qui, sur le plan diplomatique, permettra à chacun de sortir la tête de l'eau et de permettre à la Russie de revenir au concert des discussions à l'échelle internationale.